Bonjour. Bienvenue à tous pour cette première conférence organisée par Forum en 2020. Au nom de tous les membres de l'association, nous sommes ravis de vous y voir si nombreux. Aujourd'hui, nous accueillons M. Nicolas Dupont-Aignan, leader du parti politique Debout la France. La thématique de cette conférence est patriotisme et écologie sont-ils incompatibles? Mathilde Thiel présentera le pupitre. Iris Edelman et Adi Jaoui réaliseront l'interview de M. Dupont-Aignan. Nous laisserons ensuite un temps pour les questions au public. Très bonne conférence à tous. Public, bonsoir. Monsieur Dupont-Aignan, bonsoir. Bonsoir. Né Nicolas Dupont, le 7 mars 1961 à Paris. Petit-fils d'un des premiers aviateurs de la Grande Guerre et fils d'un chasseur alpin fait prisonnier lors de la Seconde Guerre mondiale. Tout vous prédestine à un destin hors du commun, hors norme, héroïque. Une seule lettre détonne pourtant, votre nom, Dupont. Un nom petit, plat, prosaïque. À 7 ans subitement, grâce à un camarade de cours préparatoire au même patronyme, vous sortez de l'ordinaire. Vous n'êtes plus simplement Nicolas Dupont, et accolé du nom de votre mère, Colette, le petit Dupont devient Dupont-Aignan, le soldat, celui prédestiné à sauver l'honneur de la France. Vous poursuivez ce dessin très jeune, rejoignant à 12 ans les jeunes recardiens. Un an plus tard, volte-face. Vous changez de cap, vous vous passionnez pour la droite gaulliste et soutenez corps et âme Chaban-Delmas. Donc vous n'êtes pas qu'un fanat politique. Éperdu de peinture, vous vous réveillez très vite une âme d'artiste. À 13 ans, vous irez jusqu'à placarder toutes les fenêtres de votre maison familiale à l'effigie de votre idole. Manque de bol, c'est finalement Giscard qui s'emparera du pouvoir. Après un passage par Sciences Po et Dauphine, arrivé à l'ENA, vous prenez à cœur votre mission de sauveur et faites adopter la devise Liberté, Égalité, Fraternité à la promotion 1989. Libérez la France de la technocratie bruxelloise. Vous là rejoindre Philippe Séguin au moment du référendum sur le traité de Maastricht. Vous martellerez ultérieurement à son propos, c'est le seul homme politique que j'ai vénéré, pour lequel j'ai été en adoration. Pourtant, c'est Dupont-Aignan l'artiste, versatile, timoré, qui rejoint le cabinet ministériel de François Bayrou, puis celui de Michel Barnier en 1994, tous deux europhiles convaincus. En 1995, vous partez à la conquête de la mairie de Bière, puis de la 8e circonscription de l'Essonne, cette fois sous l'étendard RPR. Vous devenez le bien nommé édile et y serez successivement élu et réélu à 4 reprises. La ligne patriote devient définitivement la vôtre à la création du RPF, le Rassemblement pour la France, auquel vous participerez activement aux côtés de Philippe Séguin. Vous vous engagez plus tard à l'UMP, où vous créez le courant Debout la République, première ébauche de ce qui deviendra bientôt votre parti. Mais c'est à la tête de Debout la France que le talent du Dupont-Aignan se révèle. L'homme politique atypique, roi des coups d'éclat, coqueluche des médias. Candidat malheureux en 2012, avec moins de 2% des voix, vous ne lâchez pas votre combat et vous repartez à la conquête présidentielle en 2017. Or, tel l'artiste incompris que vous êtes, vous ne passez pas la barre des 5%, ce qui vous plonge, vous et votre parti, dans un gouffre financier. Ainsi, au lendemain de la présidentielle, vous franchissez le Rubicon et annoncez publiquement votre alliance à Marine Le Pen et au Front National. Votre génie dans l'art de la controverse vous faisait pourtant déclarer en 2016 que le Front National n'apporterait pas les bonnes solutions qui permettraient de sauver la France. Incomprise, cette décision vous vaudra la colère de vos plus fidèles partisans, les Liérois, pas adeptes de votre amour pour la contradiction. Tentant à la fois de ménager la chèvre et le chou, Nicolas, vous vous émancipez finalement du RN et imaginez une convergence de droite qui se transforme en liste en vue des élections européennes. Face à un Emmanuel Macron délégitimé et une Marine Le Pen disqualifiée, vous affichez des intentions de vote à 8% à la fin 2018, faisant presque jeu égal avec la liste LR. Grandiose dans l'art de la polémique, Dupont-Aignan l'artiste ne recule pas devant approximation, mensonge ou autre infox reprise à Marine Le Pen. Et tel un vieux loup de mer,
primaire de la droite conservatrice, souverainiste et de l'extrême droite. Ne serait-ce pas la preuve que le patriotisme prime sur l'écologie? L'association Forum vous souhaite à toutes et à tous une agréable conférence. Oh mon Dieu. Tiens, ça c'est à vous. Je ferai quelques commentaires sur le... Allez-y. Bon, bonsoir à tous. Avant de... Je veux juste corriger quelques points. Parce que il y a des choses très vraies. Et puis, comme toujours, il y a parfois quelques libertés avec la réalité. Donc, si je reprends depuis le début, je ne vais pas être trop long, mais sur mon nom, c'est pas du tout, j'y suis pour rien. C'est quand je suis arrivé en maternelle, il y avait un autre Nicolas Dupont, et ma mère et la directrice ont décidé de mettre le nom de ma mère en plus pour pouvoir reconnaître les deux Nicolas Dupont. Donc, c'est pas à 7 ans, moi, qui tout à coup souhaitais... Voilà, ça s'est fait comme ça. Et je trouve ça très bien parce que j'adorais ma mère et je trouve que j'étais en avance, puisque désormais, on peut mettre le nom de sa mère et de son père. Donc ça, c'est le premier point. Je passe vite. Et alors après, il y a quand même des raccourcis. Si, ce qui me choque le plus dans le portrait, parce que c'est faux, et ça a été Macron qui a popularisé ça au lendemain du premier tour, c'est de faire croire que parce que j'avais pas les 5% de Bout la France était ruinée et que je m'étais jeté dans les bras du Rassemblement national pour des questions financières. Alors c'est bien mal connaître nos comptes qui étaient gérés impeccablement et il y avait zéro déficit. Et on a pu assumer le non-remboursement. Et deux, c'est bien mal connaître les finances du Rassemblement national, qui n'a pas un radis, et qui n'aurait jamais versé un centime pour moi. Donc ça, c'est une légende complètement fausse qui m'a blessé, parce que ce choix était mûri et volontaire, parce qu'entre Macron et Le Pen, j'ai choisi Le Pen, point, comme 10 millions de Français. Et ce qui m'a gêné ensuite dans le portrait, mais ça je l'ai tellement entendu, c'est il suffit de reprendre le discours de... C'était à Villepinte, le 1er mai, j'ai clairement dit que je ne serais jamais Rassemblement national, que c'était un soutien de second tour entre deux alliés, et que je gardais ma totale indépendance et que je ne changerais jamais là-dessus. Et donc on en a fait un roman, etc. Et troisième point, après j'ai fini, dire que mes concitoyens n'étaient pas d'accord, c'est quand même fort de café. C'est vrai qu'il y avait des manifestations organisées par la gauche locale qui amenait en quart des militants de 20 km pour dire que j'étais un très grand méchant fasciste. Et pas de peau, j'ai été réélu aux législatives à la surprise générale et j'ai fait 63% des voix dans ma ville. Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient faire 63% des voix quand tout le monde est contre eux. Malheureusement, j'ai pas fait ce score aux européennes et là c'est vrai que ça a été un ratage malheureux. Mais dans la vie, quand on tombe du cheval, on remonte dessus et on continue. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour rappeler quelque chose. Mais c'est normal, il faut bien qu'il y ait un peu d'animation au départ. Merci. À vous. Merci à vous. Merci monsieur. Je vous présente mon collègue, monsieur Avi Jaoui. Je l'ai vu dans les coulisses. Et moi-même, Iris Edelman, qui allons donc vous poser des questions aujourd'hui. Merci à vous. De patriotisme et d'écologie. C'est quoi ça? C'est le micro de Jean-Jacques Bourdin que vous avez ramené ici? C'est plus de la déco que je fais. D'accord, donc je garde celui-là. D'accord. Alors on va tout de suite commencer par les questions. Une première question qui peut paraître un peu naïve. On aimerait savoir si, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un d'écolo dans vos actions? Alors, j'étais très surpris du titre d'ailleurs. J'aurais mis « Sont-ils compatibles ?» mais qu'importe. Si je disais, là, je suis écolo, ça ferait rire tout le monde. Et à ma façon, je suis sans doute écolo comme beaucoup de Français. En tout cas, je l'ai été dans ma ville, avant l'heure. Je n'aime pas l'écologie superficielle d'aujourd'hui. Je pense qu'il y a un vrai défi. Mais pour moi, la question écologique n'est pas la seule question. Par exemple, j'entends parler... Tiens, j'étais à Lyon tout à l'heure, place Bellecour, et je voyais sur le parking des graffitis « Urgence écologique ». C'est curieux, on parle beaucoup d'urgence écologique, mais l'urgence sociale, elle a disparu. Or, elle me paraît aussi importante que l'urgence écologique. Donc, oui, l'écologie est un des défis du XXIe siècle, mais pas le seul. Voilà. Donc... et j'aimerais qu'on ait une vraie écologie, ce que j'appelle l'écologie humaine. Et on travaille beaucoup en ce moment debout la France là-dessus. On a eu un peu de retard, mais on l'avait fait implicitement, comme la Palisse ou comme M. Jourdain fait des vers. Et je pense que c'est un défi majeur, mais qu'aujourd'hui l'écologie est instrumentalisée au service, pour parler un peu
d'une certaine oligarchie qui instrumentalise l'écologie pour se donner bonne conscience. Voilà. De l'écrasement social et des inégalités absolument incroyables et inacceptables qui se développent dans les différents pays occidentaux et dans le monde. Voilà, mais les deux sont liés d'ailleurs. Merci pour cette réponse. Alors, juste une règle du jeu, coupez-moi quand je suis trop long, parce que je suis trop bavard. Et je voudrais absolument, je l'ai dit en arrivant, que la salle puisse poser des questions, parce que j'ai fait plusieurs débats dans des universités, et il ne restait pas assez de temps à la fin pour la salle, et c'était frustrant, je trouve, pour ceux qui ont la gentillesse de venir me découvrir ou m'écouter aujourd'hui. On fera au mieux pour que vous ayez le temps d'échanger avec le public. Tout de suite, quand même, une question toujours sur le thème de la conférence. Pouvez-vous nous dire ce qu'est pour vous le patriotisme? Oh, c'est très simple. Il y a le nationalisme que je n'aime pas et le patriotisme que j'aime. Le patriotisme, c'est aimer les siens en travaillant avec les autres. Le nationalisme, c'est détester tout le monde à part soi. Voilà. Le nationalisme est un poison. Le déni de patriotisme est aussi un poison parce qu'il aboutit à des sociétés sans repères et complètement perdues. Donc je crois qu'il faut un équilibre. Le nationalisme a mené à la guerre, c'est évident. Le patriotisme, c'est d'être bien dans sa peau. Moi, je reprends souvent la phrase de beaucoup de psychiatres ou psychologues sur l'individu. Vous êtes heureux dans votre vie, on s'en aperçoit trop tard d'ailleurs, quand on vieillit, mais vous êtes particulièrement éveillé, donc vous devez le savoir. Mais sérieusement, on est bien avec les autres quand on est bien avec soi-même. Ça paraît un peu bête de dire ça, mais c'est la base de tout individu. Et on met du temps à le découvrir. Et bien les nations, pour moi, c'est pareil que les individus. Une nation qui n'est pas bien avec elle-même, qui n'est pas réconciliée, qui n'est pas fière d'elle-même, de son identité, de ses racines, qui n'est pas capable de se projeter dans l'avenir, eh bien ne peut pas être heureuse dans le monde. Et ne peut pas être bien dans ses rapports aux autres. C'est pourquoi d'ailleurs ce sont souvent des nations malheureuses qui ont déclenché des guerres. Et je trouve qu'on a mal assimilé les leçons des grandes guerres mondiales, qu'on a perdu l'étude de l'histoire dans notre société française, et que la nation, ça peut être le pire quand c'est dévoyé, ça peut être le meilleur quand ce sont des nations épanouies qui permettent d'aller vers l'autre tout en étant soi-même. Et je pense qu'un des grands malaises de la société française aujourd'hui, c'est cette volonté nihiliste de détruire la nation, croyant qu'on va être citoyen du monde. On est citoyen du monde, d'autant mieux qu'on est citoyen de son identité. Et d'ailleurs, les grandes puissances qui réussissent, et les grandes puissances asiatiques, sont profondément patriotes. Profondément patriotes. Et sont en train de distancer l'Europe, qui a été traumatisée par des successions de conflits mondiaux atroces. Voilà. Donc il faut un équilibre. Le patriotisme, c'est défendre l'intérêt de la France, des Français, les protéger dans un monde dur, et en même temps coopérer avec les autres pour réussir. Voilà, réussir à la fois nationalement, parce qu'un homme politique, quand je suis candidat à la présidence de la République, je ne suis pas candidat à la présidence de l'Allemagne ou de l'Angleterre ou de l'Inde. Je suis candidat pour défendre mes compatriotes, mais on ne peut défendre bien ses compatriotes en articulant la vision européenne, nationale et mondiale. Les trois vont ensemble. Et ce n'est pas si facile d'articuler bien les trois. Excusez-moi, j'ai une question. Vous parlez de s'aimer en étant capable d'aller vers les autres. Mais alors, justement, pourquoi aller vers les autres, ça peut paraître contradictoire finalement avec les idées de douane écologique des frontières, de rétablir des frontières, voilà, enfin, même si ça va dans le sens du patriotisme. Au contraire, la frontière, c'est la peau. La peau, elle laisse passer. La frontière, c'est pas un mur. C'est parce qu'on a fait des sociétés sans frontières qu'on aboutit à des sociétés avec des murs. La frontière, c'est pas fermé obligatoirement. C'est une porte qu'on ouvre, qu'on ferme. C'est un filtre. Les gens écorchés sont malheureux. Et toutes les sociétés qui ont voulu se passer de frontières ont rétabli des murs ou ont abouti aux guerres civiles. Je remarque que dans le monde, il n'y a que l'Union européenne qui a essayé de faire un machin qui ne marche pas, qui produit des dégâts considérables, alors que le Maroc a des frontières avec l'Algérie, l'Algérie a des frontières avec la Tunisie, les pays africains ont des frontières. La plupart du monde ont des frontières parce que tout simplement, ils défendent les intérêts de leur pays, de leurs habitants.
Et quand vous ne défendez plus les intérêts de vos habitants, c'est ce qui se passe en France depuis une génération de dirigeants complètement oligarchiques, qui préfèrent, comme les émigrés de l'Ancien Régime, vous savez, c'est les cours monarchiques de l'Ancien Régime, qui avaient plus de solidarité entre les nobles de différentes nations que de leur peuple. Ben, ça a mal fini en général. Parce qu'à un moment, la cassure est telle entre les plus riches qui peuvent... Quand vous êtes très riche et que vous êtes au-dessus de tout, vous pouvez vous exonérer des frontières. Quand vous trimez au fond de la cale, vous avez besoin de frontières, vous avez besoin d'être protégé. Et donc, il faut trouver une bonne articulation. Et la frontière, c'est une articulation qui peut être dosée selon les périodes. La Corée, moi je prends toujours cet exemple parce que je connais le procès en sorcellerie qu'on me fait régulièrement. La Corée du Sud est un pays qui a conçu son développement par la bonne gestion des frontières et le développement économique. Protectionnisme pour faire émerger une industrie nationale performante. Dès qu'elle est compétitive, on ouvre. Quand il y a une concurrence soudaine, on referme. J'ai été en 2013, après la défaite de 2012, j'ai voulu aller voir ailleurs et j'ai été voir les succès des pays asiatiques. Les pays asiatiques, la plupart appliquent une politique gaulliste. La plupart. Il y avait un très bon article, même dans Le Monde, il y a des bons articles, d'un dénommé Lemaître sur la Chine, Colbert, en disant le modèle chinois, c'est Colbert. Le Parti communiste a décidé de rattraper le retard sur les pays occidentaux par une stratégie d'État et en même temps de libéralisme. Donc, la question, encore une fois, c'est pas d'être tout frontière ou tout ouvert. La question, c'est à un moment de savoir le rôle d'un chef d'État et le rôle des dirigeants français. Je parle des dirigeants français qui sont élus par le peuple français dans le cadre démocratique de la France, car l'élection, elle est démocratique au niveau national. C'est de défendre son pays et d'assurer un niveau de vie correct, l'ordre et la justice et le progrès. Moi, si j'avais un slogan, on y parlait souvent, c'est ordre, justice, progrès. Le progrès social, c'est un mélange d'ordre et de conquête. Et c'est un rapport de force. Et vous n'y pouvez rien. Et c'est la grande naïveté française d'une petite oligarchie qui vit hors sol, qui d'ailleurs est protégée. Parce que ce qui est extravagant, c'est, vous verrez, le milieu du cinéma qui n'a pas cessé de m'insulter au second tour, vivent tous du protectionnisme et des subventions publiques. Le milieu de la culture qui passe sa vie à dire que je suis un grand méchant à vouloir être protectionniste, est ultra protectionniste en France. Donc c'est surréaliste. Donc tout ça pour dire que la frontière, bien dosée, pas la fermeture. Moi je ne suis pas pour l'Albanie ou l'Union soviétique de Brejnev. Une bonne dose, à la fois d'ouverture pour inciter, pour être compétitif, car on ne peut pas être à l'abri de frontières hermétiques, mais le sans-frontiérisme qui affronte un système écologique avec des normes sociales, écologiques, face à des gens qui trichent avec toutes les règles, eh ben vous êtes bouffés. Et il y a un moment, il faut se défendre. Voilà. C'est ce que fait Trump d'ailleurs, et pas si mal, même si je n'aime pas le bonhomme. Du coup, là, vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé un peu plutôt d'urgence sociale, on pense notamment à la crise de l'emploi en France. Pour reprendre ce que vous avez dit dans une interview, vous aviez évoqué le fait que ça ne servait à rien d'aller polluer à l'autre bout du monde. Alors effectivement, ça ne sert à rien d'aller polluer à l'autre bout du monde. Mais est-ce que relocaliser les industries en France, ce ne serait pas relocaliser la pollution ? Eh bien alors, comme je savais le sujet, j'ai sorti quelques tableaux que je trouvais intéressants, qu'on m'a trouvé d'ailleurs. Et c'est intéressant parce que c'est grâce aux études de la mission climat du gouvernement, les importations, je lisais, sont la cause de plus de 50% des émissions à gaz à effet de serre en France. C'est-à-dire qu'on se donne bonne conscience en délocalisant, on va polluer très loin. Et on va polluer en revenant. C'est pourquoi le libre-échange mondial excessif, parce qu'il faut du libre-échange mondial. Encore une fois, il ne s'agit pas de tout fermer. Mais il y a un économiste que vous connaissez sans doute pas parce que la France avait un prix Nobel, mais elle l'a caché. Ça ne correspondait pas. C'est Maurice Allais. Maurice Allais, un très grand prix Nobel des années 80, de mémoire, quand j'étais étudiant en 90, un peu avant. Maurice Allais a tout écrit sur les dégâts d'un libre-échange non maîtrisé, instrumentalisé par la Chine, qui triche avec toutes les règles du jeu. Excusez-moi, j'ai une question. Et non, mais je reviens sur l'affaire de la pollution. Non, mais là, il faut être précis. Et quand vous regardez, vous apercevez que les produits importés qui polluent sont les produits qui polluent le plus et où, notamment, c'est plutôt les productions nationales qu'on fait les efforts pour réduire les ressources non renouvelables. C'est-à-dire que d'un côté, on nous dit qu'il faut de l'écologie,
Très bien. On fait des efforts dans notre pays, mais on est en concurrence avec des pays qui n'ont pas les mêmes normes et avec des importateurs qui délocalisent pour court-circuiter les normes. Si l'Europe, et c'est l'enjeu majeur, c'est pas la France seule, si l'Europe veut être vraiment écologique, il faut la seule solution. C'est un patriotisme à la fois national et européen qui sanctionne les produits importés qui sont importés moins chers grâce au travail des enfants, aux normes sociales dérisoires et à la pollution maximum. Il n'y a pas d'autre solution que la barrière douanière pour inciter au réflexe écologique et amener les autres pays à se saisir de l'écologie. Juste une question, dans votre chiffre en l'occurrence, est-ce qu'il précise la part des importations qui est justement issue de délocalisation? Ou est-ce qu'il s'agit des importations obligatoirement, il ne précise pas, mais il y en a une part, puisqu'on a tellement délocalisé d'emplois qu'on a augmenté, on pourra vous retrouver le chiffre, d'ailleurs il y est, je crois, il y a 20 ans ou 30 ans, c'était beaucoup plus faible. 2012, mais là je remonte à 2012. Je veux dire, quand vous achetez par exemple une mangue, vous pourriez peut-être pas la bien sûr. En France et... Non, mais on n'en est pas là. Non, mais bien sûr. Mais la question, elle est que penser l'écologie, ce qui est extravagant. Je veux dire, c'est vrai que c'est alarmant, mais... Ben oui. Non, mais quel est l'enjeu? Il y avait une interview surréaliste de Madame Borne dans Le Monde d'avant-hier. Alors là, quand on voit la santé mentale d'un ministre de la République et pourtant une femme intelligente, on se dit qu'il y a un vrai problème. Elle dit, textuelle, je vous renvoie à l'interview, c'est con, je ne l'ai pas là, elle dit, c'est terrible, il faut que l'Europe aille plus loin dans la neutralité carbone. Très bien, tous d'accord. Et elle dit d'ailleurs, l'Europe n'émet que 10% des gaz à effet de serre et la Chine 30%. Attendez la suite. Alors moi j'en conclus, être rationnel, un peu idiot sans doute, j'en conclus qu'il faut tout faire pour que la Chine aussi fasse un effort vers la neutralité carbone. D'accord? C'est assez limpide, je crois que vous êtes d'accord. Elle dit, eh bien comme il n'y a que nous qui faisons l'effort, il faut qu'on aille encore plus loin dans la neutralité carbone parce que les autres ne le font pas. Et on va montrer l'exemple. Ah, alors si on veut le suicide de l'Europe demain matin, on continue comme ça. Et se frottent les mains, les Américains et les Chinois, mais disent, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, ces Européens? Ils vont se suicider tout seuls. Et en plus, ils importent nos produits qui polluent. Mais c'est génial. Mais c'est génial. Avec des dirigeants pareils, mais il n'y a pas besoin d'ennemis. Donc qu'est-ce que je dis? Je dis à partir du moment où on comprend que l'Europe n'émet que 10% du gaz à effet de serre, la Chine 30%, et je ne parle pas des Américains, qui doit être un peu moins 20 de mémoire, mais qu'importe, vous vérifierez. Quel est l'enjeu? Faire levier. Comment vous faites levier? Quel instrument on a pour faire levier sur nos partenaires? Le seul instrument que vous avez, ce qu'a compris Trump dans le rapport de force. Lui, il fait l'instrument dans l'autre sens. Il ne veut pas respecter l'accord de Paris, et en plus, il pénalise ceux qui le respectent. C'est dément. Donc, quelle est la seule solution? La seule solution, c'est des barrières douanières qui disent, voilà, un produit qui pollue beaucoup, taxation. Taxation carbone aux frontières. Le vertueux doit inciter les non-vertueux, et la seule façon, c'est les droits de douane. Il n'y a pas d'autre façon. Trump l'a démontré avec éclat. La seule façon de tordre le bras de la Chine, c'est les droits de douane. Il l'a tordu. Parce que tout simplement, quand vous êtes en déficit avec un produit, c'est comme le débiteur. À un moment, le débiteur l'emporte sur le créancier. Le déficitaire a un pouvoir de nuisance considérable sur celui qui est excédentaire. Ce que n'ont pas compris nos dirigeants français depuis et européens. Européens, ils ont compris. L'Allemagne le comprend. Je m'arrête. Rassurez-vous, je ne vais pas être trop long. L'Allemagne le comprend parce que tant que l'Allemagne est excédentaire, elle est du côté du commerce avec la Chine. Là, ils commencent à paniquer sur les machines-outils. Ils commencent à dire qu'il faut du protectionnisme. Donc, le jour où l'Allemagne va commencer à baisser fortement et que la Chine va les concurrencer sur leurs produits, ils diront finalement la France a raison. Donc, la question majeure, c'est que dans le rapport de force de la mondialisation, qui est une guerre économique, si on veut maintenir un modèle social, écologique, minimum, il faut des barrières douanières, il faut un patriotisme. Il n'y a pas d'issue sans patriotisme. Pas un patriotisme excessif, pas un nationalisme. C'est une question de dosage. Après, tout le monde sait bien que le combat pour l'écologie, c'est un combat qui est un combat mondial, puisque l'urgence climatique, qui n'est pas la seule urgence comme vous l'avez dit, mais l'urgence climatique, elle concerne tout le monde. Elle concerne les îlots qui voient le niveau de la mer monter. Comment est-ce que le patriotisme et le protectionnisme peuvent aider la planète, et pourquoi pas plutôt des traités de libre-échange comme le CETA, le Mercosur, et une approche globale pour favoriser des relations entre les pays à travers le monde et favoriser une coopération qui pourrait mener à une écologie globale?
Tout dépend du traité. Le traité CETA est une occasion perdue incroyable, notamment de réduire les exploitations de schiste dans le Nord Canada. Le traité CETA est exactement l'inverse, et le Mercosur, n'en parlons pas. Donc, je veux dire que je ne suis pas hostile à des traités. De toute façon, il faut des traités de libre-échange. De toute façon, on vit avec des traités. La question n'est pas de savoir s'il faut des traités ou pas. La question est de savoir si on s'écrase et qu'on favorise les pays qui polluent par ces traités ou pas. C'est tout, c'est la seule question. Donc, si on avait eu des dirigeants européens qui tiennent la route, Madame Merkel, elle tient la route pour les Allemands, elle défend l'industrie allemande, elle fait son boulot. Elle est excédentaire, donc elle peut se permettre. Mais les autres, ce sont les idiots utiles de la mondialisation, ce sont les petits télégraphistes de leur donneur d'ordre, ceux qui les ont élus, financés, M. Macron et les autres. Donc, tout ça, ils défendent les intérêts de leur classe, de leur oligarchie, point. Voilà. Donc, CETA, Mercosur, c'est la porte ouverte à la pollution supplémentaire sur le continent américain. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas négocier avec eux, mais avec des trucs précis, concrets. Voilà, c'est tout ce que je demande. Et ce n'est pas la Commission européenne qui est complètement vendue aux intérêts étrangers, à l'Europe, qui va négocier quelque chose de positif, puisqu'elle est lui-même l'instrument d'une domination extérieure. Et justement, est-ce que vous avez des idées concrètes d'actions à mener? Ben, bien sûr. Je prends l'exemple. Il y a des choses qui peuvent être faites sur l'huile de palme. Tiens, c'est curieux, là, on n'a pas cédé, on a ouvert une raffinerie d'huile de palme. Tiens, c'est curieux. Encore une fois, la déforestation. Sur la pollution plastique. Il y a des choses à faire. Je suis en train de préparer un rapport pour la Commission des Affaires étrangères sur les océans. Et on s'aperçoit d'ailleurs entre nous, et je vais vous provoquer, que plus que le réchauffement climatique, qui est très incertain, c'est les pollutions qui sont dramatiques. Pollution plastique, pollution chimique. Alors, on appelle réchauffement climatique. Moi, je m'en réjouis parce que ça permet de faire avancer la cause. Mais le vrai enjeu, c'est les pollutions. D'ailleurs, c'est extravagant. Madame Hidalgo nous met de la pelouse sur le toit des abribus parce que c'est chouette, mais va laisser installer la 5G à Paris sans qu'on ait aucune connaissance scientifique sur les dégâts de la 5G, au point que les Suisses commencent à s'interroger. Aucun. Ben non, parce que ça, c'est pas bien. C'est-à-dire qu'on a une écologie superficielle, oligarchique, qui ne met pas en cause les grandes industries et les grands lobbies. Voilà. Donc c'est très bien, ça amuse la galerie, on vous amuse, et pendant ce temps-là, le rouleau compresseur avance. Et moi, je suis désolé, c'est pourquoi je crois au patriotisme, non pas comme rejet de l'autre, comme élément de la démocratie. De la démocratie. Alors, pour autant, on n'a pas tout réglé. Je vais vous donner un exemple. Le poulet, j'ai vu un reportage passionnant sur une chaîne de télévision un jour sur le poulet en Côte d'Ivoire. Ils ont relocalisé les productions de poulet, ils ont mis des droits de douane pour éviter d'importer du poulet étranger, de déstabiliser les filières agricoles. Il faut arriver à créer un marché commun africain qui protège l'agriculture africaine, qui redonne de l'énergie et qui supprime l'exode rural et qui permette de... Tiens, l'écologie, parce que ça on n'a pas le droit d'en parler, je me suis fait avoiner sur le débat des européennes par M. Jadot qui tout à coup a repris du poil de la bête, parce que j'ai osé parler de la démographie. C'est vrai que si on continue avec 6 à 7 enfants par femme au Sahel, c'est le Premier ministre malien. Je lis un jour un article pour vous dire le degré de délire de notre petite classe politico-médiatique parisienne. Je lis un article du Premier ministre malien et du président du Nigeria sur, enfin 2 articles séparés, 2012, 2016, 2017, sur le drame de la natalité au Sahel. Et qui explique très bien qu'ils ne pourront pas y arriver s'il n'y a pas l'éducation des femmes, si on ne réduit pas la natalité, parce que tous les efforts qu'ils font face à une croissance exponentielle de la démographie dans une zone désertique mènent à la déroute. 2 milliards d'habitants, c'est-à-dire on va doubler la population africaine en 30 ans. Ça, c'est autre chose que beaucoup de points. C'est le point central de l'Europe. J'ai été un des seuls à en parler pendant la présidentielle, on m'a ri au nez. Sur le plateau d'LCI, mais monsieur Dupont-Aignan, alors vous voulez la contraception, mais alors vous êtes un colonialisme, c'est scandaleux, vous êtes un raciste, un fasciste, enfin, le délire intégral. Mais la question démographique est la première question si on veut parler de la planète. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler. Et des phénomènes migratoires. Parce que pourquoi ils viennent en Europe? C'est parce qu'il y a une surpopulation liée à un problème de ressources dans une zone. Donc l'éducation, et qui ne veut pas qu'il y ait de contraception? Les religions. La religion évangélique au sud, religion musulmane au nord. Voilà. Et l'obscurantisme qui fait qu'on arrive à un drame africain. Et
si vous regardez l'évolution du monde avec un peu de recul, l'écologie, vous voyez que la question démographique de l'Afrique est centrale pour l'équilibre de l'Europe. Centrale. Et dans la campagne présidentielle, j'ai essayé d'en faire un thème, ça n'intéressait personne. Pas un journaliste n'était intéressé par ce sujet. C'est pas politiquement correct. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. On va plutôt revenir. Ah ben voyez, vous-même, vous êtes pareil. Non, non, je plaisante. Je vous fais marcher. On va revenir sur la France. Vous avez dit qu'il était nécessaire de dépolluer les logements pour faire des économies d'énergie en y attribuant les subventions qui sont actuellement dédiées aux éoliennes. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plutôt un retour en arrière alors que l'écologie devait être un synonyme d'avenir? Ah, parce que vous allez m'expliquer. J'ai repris des chiffres aussi qui sont intéressants sur l'énergie. Si vous regardez les objectifs du gouvernement, il y a un petit tableau, vous retrouverez, je vais vous donner les sources. C'est où? Évolution des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur transport et objectifs. En gros, le gouvernement a fait des émissions. D'abord, la France est un des pays, le seul pays occidental qui respecte Kyoto. Pourquoi? Pour deux raisons, une bonne, une mauvaise. Une bonne, c'est qu'on a une énergie nucléaire qui ne pollue pas, gaz à effet de serre, qui fait que l'énergie électrique française émet 6 fois moins de gaz à effet de serre que l'électricité allemande et 10 fois moins que l'électricité polonaise. C'est ça la réalité. Attendez, je finis juste un point, juste là-dessus, parce que c'est quand même ahurissant ce qui se dit. Donc, sur l'énergie, on respecte l'obligation de stabilité écologique, c'est-à-dire de réduction de gaz à effet de serre. Ça, c'est la bonne raison, parce qu'on a le nucléaire. Et la mauvaise raison, c'est parce qu'on a désindustrialisé le pays, fait partir des millions d'emplois, et que donc, obligatoirement, on pollue moins. Ce que vous disiez tout à l'heure. Je reviens sur l'énergie. Je ne suis pas hostile à des éoliennes et à du solaire, à certains endroits, à du renouvelable, intelligent, aux bons endroits. En revanche, il est complètement débile de financer pour des milliards d'euros par an, des milliards par an, une électricité décarbonée éolienne qui a besoin de fonctionner avec du gaz polluant ou du charbon, alors même qu'on a déjà une électricité décarbonée. L'enjeu, si on veut vraiment réduire le gaz à effet de serre, c'est de s'attaquer à deux priorités en France. Les transports qui polluent, en passage à l'hydrogène et à l'électricité pour les voitures, et deuxièmement, la réserve ahurissante de gaspillage thermique, des passoires thermiques. Nous avons des millions de logements. Et qui a réduit les déductions fiscales? Qui? Sur le changement des fenêtres. Mais oui, mais c'est la réalité. Donc, d'un côté, on prend sur votre facture d'électricité des milliards pour faire fonctionner des éoliennes qui fonctionnent à moitié, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas tout le temps, qui ont besoin d'un complément gaz, alors même que notre modèle énergétique est un modèle nucléaire décarboné, et de l'autre, on n'a pas assez d'argent, parce que s'il a réduit les déductions fiscales, c'est parce qu'il a des problèmes budgétaires, il n'a pas assez d'argent pour faire la première réduction de pollution, qui est l'économie d'énergie. Enfin, avouez qu'on marche complètement sur la tête. Et si vous regardez l'Allemagne, et si vous regardez le fiasco intégral de la fermeture nucléaire en Allemagne, au point que le GIEC, c'est pas moi, c'est l'ONU, dit qu'il faut absolument qu'il y ait une électricité nucléaire si on veut résoudre le problème du gaz à effet de serre. En revanche, et j'ai fini parce que je vais être précis, sur l'électricité nucléaire, il faut passer à une nouvelle génération, investir notamment dans l'électricité au thorium, qui permet d'éviter le risque nucléaire et qui permet de régler la question des déchets. Quel est le pays qui prépare des centrales au thorium alors que les Français étaient en pointe là-dessus? C'est l'Inde, monsieur l'a dit, la Russie et la Chine. Voilà. Et nous, pendant ce temps-là, on est à rabâcher des âneries qui dépensent des milliards pour rien. Voilà. Alors, je ne suis pas contre qu'on mette des éoliennes à Perpignan, là où il y a du vent. Je ne suis pas contre qu'à certains moments, il y ait des éoliennes. Je suis assez favorable au solaire dans certaines conditions pour l'eau chaude, sur certains endroits. Mais il y a un lobby financier qui a mis main basse sur l'État, qui aboutit à un gaspillage de ressources financières considérables, qui ne sert pas l'écologie. Voilà. Merci monsieur. On va passer à la question suivante. Je vous renvoie d'ailleurs à l'interview de Madame Borne, où il y a un grand moment aussi, une question complètement ahurissante, où elle explique... Ah oui, quand même grand moment. Elle dit, hier, non mais je lisais ça à l'Assemblée, j'étais... non mais c'est quand même extraordinaire de voir un ministre de la République qui n'est pas au niveau du CM2. Je veux dire que... Non mais on n'oserait pas, un élève qui prononcerait ce genre de raisonnement, sa maîtresse lui dirait, non mais c'est pas cohérent. Elle dit, je ne comprends pas qu'on puisse s'opposer à la réduction du nucléaire à 50% du parc.
50% de la production d'électricité. Soit la fermeture de 14 centrales. Ceux qui s'y opposent sont vraiment pas gentils. Et elle dit, parce que quand on voit les incidents de Tchernobyl, on se dit bien qu'il ne faut pas tout miser sur le nucléaire. Alors moi, je pose une question très simple. Si Mme Borne estime qu'à Tchernobyl et Fukushima, on ferme tout de suite. Non mais attendez, moi je ne laisse pas les Français avec Fukushima et Tchernobyl en France. Hein. Mais on va m'expliquer en quoi la fermeture de 14 centrales et le passage à 50% dans 20 ans va résoudre le problème de l'incident nucléaire. Mais c'est honteux de dire des choses pareilles. Parce que soit c'est dangereux et on ferme, et on fait l'Allemagne, et on assume le surcoût, et on trouve autre chose, c'est-à-dire des centrales à charbon qui font des gaz à effet de serre, très bien, on le dit aux Français. Soit on résout le problème de la sécurité, on arrête de sous-traiter, on contrôle EDF, et on passe à une nouvelle filière nucléaire, et on investit comme la Chine. Et d'ailleurs, je remarque qu'en Chine, le PR marche depuis plusieurs années, alors qu'il ne marche pas en France. Parce qu'on a cassé la filière. Donc il y a un moment, moi ce que je demande, vous savez, c'est Rueff qui disait, Jacques Rueff, un des grands conseillers de De Gaulle, qui disait « Soyez libéral, soyez socialiste », c'était l'époque. C'était l'époque, soyez libéral, soyez socialiste, mais ne soyez pas menteur. Voilà. Et là, à ce moment-là, on peut se respecter, on peut avoir des débats. Moi, j'accepte de parler avec quelqu'un qui veut plus d'électricité nucléaire. Et c'est cohérent. Mais peut-être que la moitié, parce qu'il y a eu... Voilà. Ah, je vous ai déstabilisé. Je veux dire, il est vrai que les émissions de CO2 sont très polluantes, mais je ne pense pas qu'on puisse dire que les centrales nucléaires ne le sont pas. Parce que justement, il y a des déchets nucléaires aussi, et il y a ce genre de choses dont il n'y a pas de solution évidente aujourd'hui. Mais vous avez raison. Et je vais vous dire, mais ne confondons pas les arguments. Vous avez raison sur ce point. Mais après, un décideur public et un débat politique d'une démocratie adulte, avec des citoyens intelligents, c'est, en tout cas pour un responsable politique, de dire des choses cohérentes. Vous avez raison qu'il y a un problème là-dessus, mais à ce moment-là, il faut dire aux Français le choix. Mais on ne peut pas dire aux Français, on n'aura pas de gaz à effet de serre, il n'y aura pas de nucléaire, ça va être génial, et votre facture d'électricité ne va pas augmenter beaucoup, et on aura une industrie compétitive. Moi, je ne sais pas faire. Et je pense que la réflexion politique, c'est de passer de l'émotion et du slogan, de la pensée unique répétée, abreuvée comme des robots, à des choix. Alors après, on peut dire, je suis hostile au nucléaire parce qu'il y a un risque, et ce risque, je préfère qu'il y ait le risque du gaz à effet de serre, et l'Allemagne l'a fait, elle assume. Elle pollue toute l'Europe par Vendès, mais il n'y a pas un journaliste français qui vous le dira. Non. Parce que c'est pas bien, et on ne le dit pas. Mais imaginez que... Bon. Donc moi j'estime qu'aujourd'hui, on peut changer la filière nucléaire sur les 30 ans qui viennent, et de toute façon, le GIEC le dit, il n'y aura pas d'issue sans la filière nucléaire améliorée. Donc il vaut mieux appréhender le futur, et la crise écologique, c'est pas simplement le patriotisme, parce que patriotisme et écologie, c'est une sorte de... Il faut à la fois du mondialisme et du patriotisme, il faut les deux, pour résoudre la crise écologique. Et ça serait absurde de dire qu'il faut que du patriotisme pour résoudre la crise écologique, c'est une crise mondiale et c'est la planète, elle est... Voilà. Mais c'est aussi la question de savoir si on compte sur l'innovation ou si on est dans la peur millénaire. Voilà. Alors moi je veux bien qu'on revienne tous en arrière dans la peur millénaire, mais je ne pense pas que c'est comme ça qu'on surmontera la crise écologique. C'est par la science, c'est par l'innovation et c'est par la maîtrise de la science, par les États face aux lobbies. Aux lobbies. Les lobbies sont beaucoup plus dangereux. Quel qu'il soit, il peut y avoir le lobby nucléaire d'ailleurs à une époque. Donc on va prendre sur une avant-dernière question. Vous étiez rallié à Mme Le Pen lors de la campagne présidentielle de 2017, avant d'annoncer récemment, en début de semaine si je ne me trompe pas, que vous ne la pensiez pas capable de contrer la République en marche en 2022. Y a-t-il une autre force politique aujourd'hui dont vous approuvez la démarche et les idées concernant l'écologie? Alors, ce que j'ai dit récemment, c'est pas exactement ça. J'ai dit que parce que justement je pense avoir eu le courage de faire mon choix au second tour, qui n'était pas facile. Mais quand je vois le nombre de gens qui dans la rue m'arrêtent en disant ah bah, vous aviez raison, on vous a critiqué, on pensait que vous étiez un dangereux personnage, et en fait le vrai dangereux c'était M. Macron, je dis merci, c'est un peu tard pour vous en apercevoir, mais c'est mieux maintenant que jamais. Je me dis, je ne regrette pas. Simplement, j'ai fait ce choix, c'était un choix de raison, après un choix d'adhésion qui était de développer notre propre programme. J'ai choisi le moins pire et je l'ai assumé, et d'ailleurs j'avais même infléchi le programme de Marine Le Pen sur la fameuse taxe protectionniste qu'elle voulait partout, qu'on avait enlevée,
parce que je pensais que ça induirait des rétorsions et qu'il fallait le faire autrement. Qu'importe, je finis juste raisonnement, excusez-moi. Aujourd'hui, je dis quoi? Je dis que c'est Macron qui installe un duel Le Pen-Macron qui lui permet à 90% de se dire « quoi qu'il arrive, je serai réélu ». Et j'estime que dans une démocratie adulte, c'est pas au sortant de désigner son adversaire. Et je vois que tout est fait par le système, entre guillemets, sans tomber dans le complotisme, par les journalistes de la pensée unique, pour installer Marine Le Pen comme la seule alternative. Discréditer tous les autres, et la campagne européenne, j'ai bien connu, pour qu'il n'y ait qu'un choix possible. Et ce choix, les sondages le montrent, est refusé par 72% des Français. Qu'ils soient de gauche, de droite ou d'ailleurs, qui disent on ne va quand même pas revivre la même chose. Ce que j'ai dit, c'est que je pense que pour ceux qui veulent battre Macron comme moi, parce que j'estime que 50 plus, ce serait dramatique pour le pays, eh bien, je dis, si Marine Le Pen pense, et je lui ai dit, qu'il suffit de refaire la même chose qu'en 2017, et on repart, et il y aura Dupont-Aignan à côté, et c'est reparti, alors même que le Parti républicain explose en vol, 8% aux européennes, et la moitié des républicains qui votent maintenant Macron, une autre moitié qui vient vers nous, alors même qu'il y a des nouveaux défis écologiques, scientifiques, l'affaire des GAFA, l'affaire de la liberté. Est-ce qu'on va être dans un monde dictatorial, orwellien ou pas? Donc il n'y a pas que la crise écologique, il y a une crise sociale, il y a une crise de liberté. Bref, si on repart comme avant, je dis, Macron va être content et il sera réélu par hasard, par défaut. Et ça ne veut pas dire que j'ai la solution parfaite. Alors j'ai pensé que la meilleure solution, c'était un peu comme aux États-Unis. Pour autant, j'avais critiqué à l'époque cette affaire. Mais j'ai découvert, moi étant candidat au premier tour, que les médias faisaient le premier tour de toute façon en excluant des candidats, en choisissant d'autres, extrêmement viciés. Et je me suis dit, la meilleure façon de bien préparer le second tour, c'est d'avoir un système de primaire où pendant un an en 2021, des personnalités anti-Macron, patriotes, républicaines, se confrontent, échangent, débattent devant les Français, et qu'ensuite, au lieu que ce soit les militants du Front National, les militants de Debout la France et militants des Républicains qui restent aux Républicains, eh bien, qu'on consulte les Français. Si Marine Le Pen a changé, a compris, elle peut se révéler et gagner, et elle l'emportera et je la soutiendrai. Si c'est moi qui gagne, je gagne. Si c'est une autre personne qui est meilleure, qui correspond à l'époque, à la jeunesse, à ce qu'on attend, mais moi je préfère ne pas être candidat et gagner, plutôt qu'être candidat et perdre. Enfin, c'est quand même le bon sens élémentaire. Donc, ce que j'ai proposé, c'est pas du tout contradictoire avec ce que j'ai vécu, c'est au contraire la leçon de ce que j'ai vécu. D'accord, mais juste pour revenir sur la question, Ouais. donc la question c'était est-ce qu'il y a une force politique dont vous approuvez la démarche sur l'écologie en France? Non, pas vraiment, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Paradoxalement, le Rassemblement national a bien avancé sur ce que j'appelle le localisme. Nous avons bien avancé sur la lutte contre des pollutions et la santé. On a fait tout un programme qui n'a intéressé personne en 2017, qui était la santé et l'environnement, car c'est très paradoxal aussi. On nous parle beaucoup de l'énergie, où on a la réponse, on sait ce qu'il faut faire globalement. C'est un mix éolienne, solaire, nucléaire, décarboné, nouvelles filières, on sait ce qu'il faut faire. Économie d'énergie, on sait exactement ce qu'il faut faire en termes énergétiques. Après, il y a des doses selon les choix, selon les risques. Il n'y a pas de solution parfaite. Mais en revanche, il y a un retard énorme sur la santé, l'alimentation. On avait fait des propositions, qui n'intéressaient personne, parce que là, ça gêne les lobbies. Les lobbies agroalimentaires qui engraissent les gamins qui deviennent obèses, et il n'y a qu'à voir se promener dans nos supermarchés pour voir le drame que c'est. Les lobbies du glyphosate, on empoisonne les gens. Le cancer qui progresse de manière incroyable dans notre pays. Ça, évidemment, les écolos n'en parlent jamais, hein, parce que ça s'attaque à des choses beaucoup plus importantes. Donc, là, oui, je pense qu'il y a à progresser. Et en tout cas, moi, c'est ce qu'on va essayer de faire. En 2020, on va sortir notre programme écologique. On avait fait pas mal de choses, mais on va le revisiter pour l'améliorer. Voilà ce que j'ai. Et j'ai pas toujours la solution, parce que si c'était si facile, notamment sur le glyphosate, par contre on le remplace, comment on agit, et là pareil, le bio. Si on ne met pas des barrières douanières, vous n'aurez pas de bio en France. Voilà, c'est tout. Parce qu'on autorise des produits en Belgique, en Espagne, qui sont interdits en France.
Et après, on dit à nos agriculteurs, courez, soyez bons, allez, soyez performants, mais vous êtes nuls quand même, c'est incroyable. Et puis toutes les grandes surfaces achètent leurs produits en Espagne ou en Belgique avec des produits interdits en France. Bon, moi, ça me fait rigoler. Bon, donc, si on veut du bio, et il faut que la France, pour moi, soit un exemple de bio, et on pourrait avoir 80% des surfaces en bio à terme, ou 50% déjà, ça serait pas mal, parce que 80% après, il va y avoir une baisse de rendement, etc. Mais déjà 50%, ça veut dire se protéger. Et la Suisse le fait très bien. La Suisse a une politique agricole très protectionniste, et pourtant, la Suisse n'est pas un pays antilibéral, et c'est le pays le plus riche d'Europe. Une dernière question pour la fin. Oui. Comme résumé à toute cette série de questions, que répondriez-vous à quelqu'un qui pense que l'écologie, ce n'est que pour la gauche, et vous qualifieriez d'opportuniste à mêler gaullisme et écologie? Mais l'écologie, c'est pas que la gauche. C'est complètement stupide. C'est pas parce qu'il y a eu des gens à droite qui ont été très cons qu'il faut que l'écologie soit toujours à gauche. L'écologie appartient à tout le monde. Après, chacun doit être capable d'exprimer la manière dont il voit l'écologie. C'est comme les jeunes en politique. Ça m'a toujours gêné, les mouvements de jeunes, parce que c'était en général les mouvements qui reproduisaient les pires des défauts de leurs aînés. Et je trouvais que les jeunes devaient être dans le parti politique plutôt qu'être cantonnés dans un mouvement. L'écologie, on aura gagné quand elle sera dans tous les mouvements, avec des lignes différentes. Moi, je rends hommage aux vrais écologistes, et il y en a chez les Verts qui ont eu la conscience, avant nous, avant d'autres, il faut le reconnaître, d'approuver cela. Après, la question de l'écologie, c'est aussi une question de pratique. C'est-à-dire qu'il y a l'écologie verbale et il y a l'écologie en acte. Et là, il y a le monde très français. J'adore mon pays, je suis très patriote, vous le savez, mais en même temps, je suis quand même lucide sur nos défauts. Et il y a le défaut très français de la classe politique française de croire que la parole est action. Et la parole n'est malheureusement pas action, et on le paye en compétitivité, on le paye en inégalité, on le paye en immigration, on le paye en insécurité. C'est qu'on est un peuple qui est en train d'être complètement largué dans la mondialisation, pas parce que on n'est pas moins capable que les autres, on a toutes les capacités, on est un peuple qui est tout à fait capable de lutter, mais on a des dirigeants qui ont abandonné et qui ont conforté le mauvais côté des Français. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de savoir si la France veut compter dans le monde et être un peuple libre. Et pour être un peuple libre, il faut se défendre tout en étant ouvert au monde. C'est un alliage extrêmement difficile, et on caricature dans le milieu politique français tous ceux qui pensent différemment, et j'en sais quelque chose, mais on va gagner. Je ne suis pas inquiet là-dessus. Le tout, c'est que j'aimerais gagner pas trop tard, d'abord pour pas être trop vieux, et puis surtout pour pas avoir un pays en morceaux, parce que c'est à nous qui reviendra le devoir de le redresser. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses et merci à vous. Merci. On va maintenant donner la parole aux étudiants de l'EM Lyon qui ont sûrement bien, très bien. Si vous avez la gentillesse de vous présenter pour que comme j'ai pas mis mes lentilles de contact, je ne vois rien du tout. Enfin, je vous vois un peu, mais pas bien. C'est un peu aveuglant. Non, c'est pas ça, c'est que j'ai pas mis mes yeux, si je puis dire. Bonsoir, monsieur Dupont-Aignan. Bonsoir, monsieur. Je m'appelle Mathias Soumarodi, je suis en 3e année. J'aimerais vous embêter un peu et j'aimerais vous demander ce que vous allez dire à un Français de classe moyenne basse qui paye ses produits suffisamment chers, et vous lui dites que pour mettre la pression sur la Chine, il faut qu'on mette des taxes supplémentaires et donc faire que le produit soit un petit peu plus cher. Qu'est-ce que vous dites à ce niveau-là? Où est-ce qu'on fixe une limite et est-ce qu'il y a une limite? Alors, vous avez une très juste question. Ça faisait partie justement dans l'entre-deux tours, une rencontre que j'avais eue avec Marine Le Pen où j'avais mis six demandes pour le ralliement. La question des enfants scolarisés étrangers, je ne voulais pas qu'ils soient exclus de l'école, ce qu'elle a enlevé de son programme. Et la question de la fameuse taxe protectionniste de Philippot, qui voulait une taxe protectionniste X% automatique sur tous les produits. Et je pensais que c'était maladroit. Je pense que les Allemands, les Japonais, les Américains font du protectionnisme beaucoup plus intelligent, encore que Trump a fait 25%, mais la surface des États-Unis fait que c'est un peu plus facile que nous. Vous avez raison, mais nous avons un plan Made in France, que je vous renvoie sur le site internet de Debout la France, de 25 mesures.
très précise. C'est un ensemble. Dire demain matin je mets une taxe, ça ne marchera pas parce que vous avez raison, ça relancera la cherté des produits et il y aura une protestation populaire légitime et en plus ça ne créera pas l'offre obligatoirement. Ou alors très long, et même aux États-Unis où Trump le fait, c'est très difficile et compte tenu de l'intégration de l'économie, que vous connaissez, vous avez appris ça par cœur ici, c'est pas si facile. Il ne s'agit pas de désintégrer l'économie, il s'agit d'arrêter cette folie et d'essayer de revenir un peu en arrière pour éviter les cargos qui polluent la terre de partout, etc. De localiser le maximum. Comment on peut faire? Pour moi, en fait, et pourquoi je vous parlais de la Corée, mais les Asiatiques le font très bien, les Chinois, les Japonais, ils ont un pilotage stratégique, industriel, qui fait qu'ils n'abandonnent pas les filières. Et à partir du moment où en France, on a tout lâché, on a abandonné des filières et après, tout part en lambeaux. Donc reconstituer des filières, ça veut dire des baisses de charges localisées. C'était un des clés de mon programme de 2017, c'était la diminution par 2 de l'impôt sur les sociétés sur les bénéfices réinvestis en France. En fait, un mécanisme d'amortissement accéléré, ça c'était une manière de le formaliser, mais ce n'était pas très juste en termes d'économie comptable. Mais si vous parlez dans le microéconomie, il suffit d'un immense amortissement pour que les entreprises qui localisent. Et ma grande différence, pourquoi j'en veux à Macron et aux autres, et Hollande avec son crédit d'impôt, machin, là, ça s'appelait comment déjà son machin Voilà. C'est parce que c'était pas donnant-donnant. Je pense qu'il faut des baisses fiscales pour ceux qui investissent dans le pays. Macron a foutu en l'air 5 milliards d'euros, il n'y a aucun ruissellement. Aucun, c'est un cadeau, copain, aux plus riches. Je ne suis pas contre les riches, c'est bien qu'il y ait des riches, mais quel est l'intérêt d'enrichir des gens qui sont très très riches si ça ne ruisselle pas sur l'économie? Ils pensaient que ça allait ruisseler comme ça, tu parles. Ça ruisselle s'il y a une incitation, s'il y a un effet de levier. Le seul effet de levier, c'est de créer des entreprises de taille intermédiaire, c'est de renforcer des petites pousses, c'est de développer les start-up, c'est de renforcer le capital risque. On a des gens géniaux dans notre pays, mais ils partent à l'étranger. La moitié de vos promos, ou le quart, ou je ne sais pas, vont partir s'expatrier, faire la richesse des autres pays. C'est dément ce qui se passe, les chercheurs. Donc moi je veux que les baisses fiscales soient concentrées du donnant-donnant. L'ISF, jamais j'aurais supprimé l'ISF. Nous avions proposé zéro ISF, pour les sommes investies dans des entreprises qui auraient eu un label, dans des domaines où on a du retard, par exemple industriel. Vous voyez? Donc toute l'idée, après c'est une question d'application, c'est filière, relocalisation en France, créer un environnement favorable, et puis le gros problème qui est le secteur bancaire français, qui est un secteur bureaucratique, incapable, qui préfère placer en bons du trésor et en obligations la richesse des Français, séparer les banques d'investissement et les banques de détail, reprendre la main sur le secteur bancaire. Ce que font les Chinois, les Japonais, voilà. En fait, on nous fait passer, et c'est là où d'ailleurs on a eu tort, et je l'ai dit 20 fois à tous nos amis, on nous a caricaturés en nous en passant pour des dangereux protectionnistes, alors qu'on veut simplement faire ce que font les pays qui réussissent dans la mondialisation. Parce que c'est une guerre. Et il y a le petit Français tout naïf qui croit que... Il est génial, hein. L'économie libérale qu'on vous apprend ici, enfin j'espère pas trop, à tartiner, et puis on vous envoie... Vous savez, c'est exactement comme dans le guerre de 14, on envoyait des pauvres gars dans les tranchées, ils avaient leur petit uniforme à la con, et les chefs d'état-major débiles les ont laissés massacrer face aux gens qui étaient armés. Eh bien vous avez... Toute cette jeunesse qu'on envoie avec des idées reçues, voilà, c'est une guerre économique. Ils volent notre peau, ils veulent s'emparer de l'Europe. Donc voilà, donc on se défend. Et le Made in France ne viendra pas d'un coup. Mais déjà, si on dressait la barre un tout petit peu. Et ça commence d'ailleurs, parce que vous savez qu'il y a les problèmes d'adaptation, de rapidité de fourniture. Quand vous êtes loin, ça coûte cher quand même, vous ne pouvez pas vous adapter à la demande, vous avez toute l'intelligence artificielle qui va changer. Voilà, moi j'aimerais par exemple aussi autre chose, que notre pays, au lieu d'investir 10 milliards, ou je ne sais pas combien on investit dans des éoliennes qui ne servent à rien, investisse 10 milliards dans l'intelligence artificielle, ce serait quand même plus utile. Enfin, c'est quand même dément ce qui se passe. Voilà, la ressource est rare, concentrons-la pour ne pas louper la prochaine révolution industrielle. Et on est en train de la louper, je suis désolé. L'Europe est en train de devenir un nain de jardin. Donc il faut le faire.
Alors, avec qui? C'est là la difficulté. Voilà. Bon, je suis trop bavard, mais je pourrais vous en dire. Regardez sur le site, vous trouverez. Je ne vous garantis pas que demain, je vais relocaliser par miracle 2 millions d'emplois, mais si on en relocalise ne serait-ce que 500 000, on équilibre les régimes de retraite, la sécurité sociale, il n'y a aucun problème. Aucun. Mais non, on préfère baisser la pension de retraite, faire souffrir les gens, les mettre au niveau de vie des pays en développement, plutôt que de s'occuper de créer de la richesse dans le pays. Bonjour, madame Nina. Vous souhaitiez parler de l'impact. Parlez bien fort, madame. Vous souhaitiez parler de l'impact de la démographie en Afrique sur les questions écologiques. Donc, dans un premier temps, en fait, l'aspect démographique, la crise environnementale, c'est un problème multivariable. Et la variable démographique est une variable qui influe très peu sur les prédictions. C'est les modélisations mathématiques qui le montrent, sur les prédictions en termes d'augmentation de la température mondiale, donc juste pour la fréquence. Et dans un second temps, je pense que de présenter le boom démographique en Afrique comme un facteur aggravant de la crise écologique est foncièrement hypocrite, parce que la crise environnementale que nous connaissons aujourd'hui, c'est une crise qui est liée aux habitudes de consommation et au système économique qui a été construit dans les pays développés. Il y a la notion d'injustice climatique qui consiste à dire que justement ce sont les pays qui ont le moins contribué au réchauffement climatique qui en sont le plus impactés. Donc en fait je pense que tout simplement la notion démographique n'est pas une notion prioritaire en tout cas à traiter, et que c'est plutôt on devrait plutôt se faire un peu d'introspection et se tourner vers nos habitudes de consommation et notre système économique. Donc j'ai une question. D'un point de vue concret, quel est vraiment votre... Parce qu'on a entendu beaucoup de solutions qui étaient des solutions un peu idéologiques et peu concrètes. En fait, je suis ingénieur dans l'école d'entreprise, du coup j'aime bien les choses. Et concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour créer une véritable transition de notre système économique permettant de mieux intégrer les solutions technologiques qui ont été développées pour lutter contre le changement climatique et pour lutter contre la gestion des réserves des ressources? Par exemple, pouvez-vous me préciser quel changement technologique? Par exemple, toutes les technologies visant à favoriser la transition énergétique, donc je pense aux énergies renouvelables, je pense à la gestion des déchets, je pense à l'économie circulaire, à l'urbanisme, à la mobilité. Je peux continuer? Très bien. Eh bien, je vais vous dire. D'abord, vous avez raison, et c'est d'ailleurs un des problèmes majeurs. C'est que les pays du Sud, à juste titre, disent, écoutez, vous avez atteint un certain niveau de développement, vous polluez, vous, la Chine, vous, les États-Unis, l'Europe, par habitant, tellement plus que nous, laissez-nous avoir de l'électricité pour ne serait-ce que pouvoir faire des puits avec de l'eau. Il y a combien de personnes qui n'ont pas l'eau, l'électricité? C'est des centaines de millions. Voilà, vous êtes bien égoïste. D'ailleurs, c'est pour ça que ça continue et que c'est dramatique. C'est vrai, vous avez raison là-dessus. Pour autant, la question africaine est centrale. Et on ne peut pas imaginer la stabilité de l'Europe, qui est quand même dans une compétition. Si on raisonne à 50 ans, vous avez deux superpuissances qui vont s'affronter de manière terrible, États-Unis, Chine. Et la seule vraie question, c'est de savoir, moi j'estime pour un Français, excusez-moi, la seule vraie question, c'est de savoir si l'Europe existera encore ou sera Rome engloutie et une zone de chaos, si l'Europe sera le Liban voilà, du monde. C'est ça la question. Si on raisonne un peu haut. Et je suis désolé, les États-Unis ont une dynamique malgré tout scientifique et une superpuissance qui leur permet quand même de tenir le choc et de se défendre. Ils ont mis main basse sur l'Amérique latine, avec des choses d'ailleurs scandaleuses. Aucune réaction en France, ce qui s'est passé en Bolivie, ce qui s'est passé, c'est ahurissant. La mise au pas de l'Amérique latine par les États-Unis est ahurissante. Alors je ne regrette pas chez Guevara, mais enfin il y a quand même un moment. Mais là, comme nous sommes gouvernés par des atlantistes incroyables, silence radio. Bon, en gros, États-Unis, Canada, Mexique, Amérique latine, c'est un continent c'est deux continents qui vont se développer, qui ont leur dynamique, qui ont leur puissance, etc. De l'autre côté, vous avez la Chine, qui devient vraiment la superpuissance du XXIe siècle, qui a une stratégie de domination réelle, établie. Alors il peut y avoir après il faut se méfier des courbes, hein. Il
peut y avoir des problèmes. On a vu, heureusement, grâce à la résistance des habitants de Hong Kong, on a vu, il peut se passer des choses. Mais quand même, fort à faire. Et nous, on a un continent européen qui est en train de passer à côté de la mutation technologique et scientifique, qui n'investit pas, et qui a à sa porte un continent qui va doubler de population en 30 ans, avec 1 milliard de plus d'habitants en 30 ans, et vous me dites que ce n'est pas un problème? Ben, c'est un problème social, écologique, migratoire, humain, monstrueux, dans une des zones les plus sèches du globe. Donc pour moi c'est un problème écologique. Et je vais vous dire, je suis très surpris et très choqué qu'à travers l'écologie, une superclasse mondialisée, dont vous faites partie, dont je fais partie, est en train de s'exonérer complètement de la question sociale. C'est tellement plus important de parler de mobilité pour savoir si on va prendre une trottinette ou un vélo ou un bus à hydrogène que de savoir si les gens crèvent la faim dans des ghettos à 3 km du centre-ville. C'est tellement plus confortable. Hein. Oh là là, c'est formidable. Hein. Et on ne voit plus la question sociale. Donc, moi je vous dis que l'affaire démographique est cruciale. Et d'ailleurs, la Chine l'a bien compris. Parce que le développement chinois, alors c'est là où ça fait hurler sur le plateau, parce que je ne légitime pas bien sûr la violence de la politique chinoise pour l'enfant unique, mais si la Chine s'en est sortie plus que l'Inde, c'est quand même lié à sa politique démographique, qu'on le veuille ou non, avec d'énormes problèmes et des excès. Je ne suis pas pour défendre la Chine. Alors M. Jadot est monté, ah, vous défendez la Chine. Oui, bah, lui, il a défendu plus que moi quand il était jeune. Bon, passons. Bon, donc, ça me fait hurler de rire. Bon, passons. Mais, vous voyez, donc la démographie, je suis désolé, une planète qui se stabilise démographiquement ou une planète qui ne se stabilise pas démographiquement, c'est pas du tout la même chose pour le gaz à effet de serre. Alors vous allez me sortir tous vos modèles mathématiques à la con, pardonnez-moi, mais on en voit des tonnes, personne ne sait s'ils fonctionnent, parce que le modèle mathématique, ça dépend des données qu'on met dedans. Hein. Bon, et le jour où, donc vous n'en savez pas plus que moi, en tout cas, le bon sens absolu, c'est que vous avez raison, mais n'oubliez pas la démographie. N'oubliez pas aussi que, moi je vous dis très franchement, sur la France, arrêtons le délire de contraintes qu'on est en train de faire peser sur notre industrie, sur notre compétitivité, alors même qu'on laisse rentrer des produits importés qui polluent 10 fois plus. C'est tout. Je suis d'accord, je veux, alors concrètement, isolation thermique des bâtiments, ça c'est une filière, on peut créer des dizaines de milliers d'emplois, et ça économisera, alors vous vérifierez les chiffres, entre 1 et 10 tranches de centrales nucléaires. Vous imaginez? Ou, si vous préférez raisonner en éoliennes, de dizaines de milliers d'éoliennes ou de milliers d'éoliennes. C'est quand même plus intelligent. Et en plus, ça fait réduire la facture d'électricité des ménages, ce qui n'est pas négligeable. Deuxième point, nous avons un grand programme de véhicules électriques et à hydrogène. La Norvège a fait quelque chose d'extraordinaire. Regardez ce qu'a fait la Norvège. Je crois que la moitié, je me trompe peut-être. Je ne sais pas si Jean-Philippe est là, parce que c'est un expert parfait. Jean-Philippe Tanguy est là dans la salle? Non. Bon, la Norvège, il me dira, il a dû partir. La Norvège, je ne sais plus à combien on est, mais il y a une volonté politique. Donc, isolation thermique, voiture électrique, voiture à hydrogène. Troisièmement, nouvelle centrale nucléaire au thorium. Ça mettra 30 ans, mais on évite la question des déchets et on évite le risque d'explosion. C'est fondamental. Quatrièmement, la santé et l'environnement. Prendre les mesures contre les lobbies, notamment sur les produits chimiques et sur les pollutions qui induisent des problèmes majeurs de santé publique et notamment le cancer. Donc, voilà, si déjà on faisait ça, voilà, après on peut plein d'autres choses. Et vous verrez dans notre programme, allez sur notre site internet et vous trouverez. Ah oui, là-bas. Je m'appelle Paul, deuxième année à Lyon, et je voulais revenir sur vos propos concernant Marine Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez et que voyez-vous dans l'avenir de Marion Maréchal Le Pen, justement, aux prochaines élections et plus sur le long terme? Est-ce qu'elle pourrait reprendre le flambeau, par exemple? J'en sais rien du tout. Non, mais franchement, c'est une femme intelligente que je connais. J'en sais rien du tout. En tout cas, je pense qu'il y a des gens de talent capables de faire plein de choses, à deux conditions. C'est qu'ils soient un minimum unis, et deuxièmement, c'est qu'ils s'adaptent au temps présent et qu'ils anticipent l'avenir et qu'ils travaillent. Voilà. Qu'ils travaillent.
et qu'ils essayent de rassembler les Français. Voilà, parce qu'on peut faire... Le Parti communiste en France a fait 35% des voix, mais n'est jamais arrivé au pouvoir. Et c'est François Mitterrand, avec ses défauts, je sais si j'aime pas Mitterrand, qui, à un moment, a compris qu'il fallait unir. Et mon geste du second tour, il était inspiré de François Mitterrand, parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas laisser 6 millions d'électeurs de côté, notamment les classes populaires. La moitié des ouvriers français votent Rassemblement national, je ne sais pas 60%. Ils sont d'extrême droite, ils sont fascistes, ce sont des femmes et des hommes qui souffrent, qui sont oubliés, qui sont cassés, qui n'en peuvent plus de ce qui se passe. Et moi, je veux leur donner un avenir. Et ce n'est pas en les stérilisant dans un corner qu'on va changer le pays. Et ça a été le génie du système et l'erreur terrible de Jean-Marie Le Pen, qui s'est réjoui finalement d'avoir cette espèce de fonctionnement provocateur et scandaleux sur beaucoup de choses. Et jamais j'aurais soutenu Jean-Marie Le Pen. J'ai soutenu Marine Le Pen parce qu'elle n'est pas comme ça, je le sais. Pour autant, je ne pense pas que Marine Le Pen puisse gagner en 2022. Voilà, je le pense. Comme des millions de Français pensent la même chose que moi. Et je dis, si on veut gagner face à Macron, on va arrêter de laisser instrumentaliser un duel qui désespère d'ailleurs la gauche aussi. Parce que si vous n'avez pas compris la manœuvre, je ne sais pas si nous sommes encore une démocratie. Et moi, je pèse mes mots gravement. Parce que quand on voit l'instrumentalisation de la justice, quand on voit l'instrumentalisation des médias qui appartiennent à quelques groupes, qui dépendent des commandes publiques, quand on voit comment tout ça est organisé pour nous préparer un second tour, ah oui, il y avait un sondage qui est déjà sorti, Mélenchon, Macron, Le Pen. Ah bah formidable. Non. Voilà, donc je suis trop bavard. Mais voilà l'enjeu. Donc, je n'ai rien contre Marine Le Pen, je l'ai soutenue. Et je la préférais 1000 fois à Macron. Et on aurait fait du meilleur boulot. Pour autant, est-ce que c'est elle qui peut gagner? Je n'en sais rien. Parole au peuple. On va couper les questions, je vais répondre. On ne peut pas en faire 3 d'un coup, comme ça je suis obligé de répondre plus vite. Alors, on va commencer par le monsieur en rouge, au milieu. Et je marque. Bonsoir monsieur. Oui. Là-bas, Oui. Vous avez parlé au début de la conférence de l'enjeu écologique en disant que ça c'est un fort enjeu. Mais qu'il y avait aussi évidemment l'enjeu social. Et précisément, moi c'est un enjeu que je pense le plus prioritaire pour la France aujourd'hui. Et j'étais assez intéressé de savoir si vous arriviez au pouvoir, si vous aviez 1, 2, 3 mesures que vous installeriez en priorité concernant les inégalités et les divisions qu'il y a aujourd'hui en France. Première mesure. Pardon. Bonsoir monsieur. Je voulais revenir un peu sur tout ce que vous disiez depuis tout à l'heure sur le fait que la caste écolo, comme vous l'appelez, elle abandonne un peu le combat social, les ouvriers, les éleveurs par exemple. Donc comment est-ce que vous compteriez régler ce problème, notamment dans tout ce qui est transition des entreprises, par exemple tout ce qui est transition aussi pour le travail des éleveurs, comment l'État pourrait aider à la transition plutôt que d'abandonner les acteurs des filières les moins écologiques en France. Une troisième question juste à côté. Ah, juste là, troisième question. Bonsoir, je m'appelle Lucas Monzilla, je suis en première année en VLE et j'habite à Épinay-Sénat. Ah. Et du coup, là, on a parlé beaucoup de la présidence, de ce que vous feriez si vous étiez au pouvoir, mais ça fait assez longtemps que vous êtes maire de la ville, et qu'est-ce que vous avez fait ailleurs, et en particulier dans le Tournai ou au lycée Gouvernement pour la mixité sociale et là-haut. Très bien. Eh ben, on va répondre par ça au début, parce qu'après, je ne veux pas... écoutez, d'abord, j'ai été réélu à 80% dans une ville qui votait à gauche majoritairement, à 3 reprises, donc je pense que les habitants étaient contents. Et parce que j'ai été le record de France des villes de plus de 30 000 habitants, de 30 000 habitants, pardon. De 20 à 30 000 habitants en élection. Alors, je ne me vante pas, mais quand même. Et vous savez que mes meilleurs scores, justement, c'est dans le quartier des Tournelles, quasiment le meilleur score, dans le quartier social des Tournelles, où on a fait énormément. Voilà. Et j'ajoute que j'ai la première... nous sommes la ville la plus sûre de l'Essonne, avec une baisse de la délinquance, et nous sommes un taux de délinquance qui doit être
tellement plus bas que la plupart des autres villes grâce à un système de sécurité exceptionnel que nous avons mis. Et la première des libertés, c'est la sécurité, et notamment dans les quartiers populaires, où les gens en ont marre d'être emmerdés par les trafiquants de drogue en tout genre. Donc, et ils le sont encore au Tournelles, malheureusement, parce qu'il y a encore quelques trafiquants que la justice ne condamne pas. Donc, voilà. Donc, après, tout n'est pas parfait. Nous avons aussi créé des logements sociaux. Nous étions à 10%, nous sommes passés à 15%, 800 logements créés. Pourtant, c'est pas assez. Mais voilà, donc je ne dis pas que tout est parfait dans ma ville, mais on a fait un bon boulot, je pense. Tout en réduisant la dette, qui a été divisée par 2. Voilà, c'est un petit détail, mais je suis plus maire et j'ai plus le droit, puisque je n'ai pas le droit au cumul. Le plus important, social et agriculture. Transition. Oui, mais transition. Voilà, transition. Déjà, si on permettait aux gens de vivre dans la dignité par leur travail, c'est le plus important. Vous allez me dire, c'est vague comme ça. Concrètement, ça veut dire quoi? Je pense, premier point, les salaires sont trop faibles en France. On ne peut pas les augmenter parce qu'on est dans un système concurrentiel international. Mais en revanche, on peut baisser les charges qui payent sur les salariés. Et la priorité absolue, c'est de récompenser le travail, c'est-à-dire d'augmenter les salaires. Comment augmenter les salaires sans pénaliser les charges des PME? Je ne vois qu'une solution, c'est la baisse des charges qui pèsent sur le salarié. Nous avions fait un projet pendant la présidentielle. Alors on avait été audacieux, on avait voulu augmenter le salaire réel de 10%, ça faisait une baisse des charges de 30%, mais c'était sur 5 ou 10 ans. Mais c'est la priorité absolue, ça veut dire des économies, là où il y a des gaspillages absolument considérables. Considérables. Je vous renverrai un tract qu'on a fait au moment de la crise des Gilets jaunes. On pense pouvoir économiser demain matin 30 milliards d'euros pour les redistribuer sur les baisses de charges et sur les baisses d'impôts pour les PME qui investissent en France. Car la clé, c'est investir en France et augmenter le salaire net des Français qui bossent. C'est la seule solution. On ne peut plus vivre d'un SMIC en France. Alors quand on dit ça, mais c'est la réalité. Deuxièmement, alors pour ça, on ne verse plus 10 milliards à l'Union européenne parce que c'est de l'argent gaspillé. On en verse 24, on nous en rend que 13, donc ça nous coûte 10 milliards. Donc 10 milliards, on les reprend, c'est toujours ça de prix. On économise à peu près 10 milliards sur le coût de l'immigration, réel, et encore on pourrait faire bien plus. Je vous rappelle qu'il y a 2 millions de fausses cartes vitales, que le rapport du Sénat a été interrompu là-dessus. 2 millions de fausses cartes vitales, 15 milliards d'euros. C'est ahurissant ce qui se passe dans notre pays. Donc on met fin aux fuites, on lutte contre la fraude fiscale des multinationales et on ne déclare pas la guerre au Luxembourg, ça ne serait pas difficile, il suffit de changer le sens interdit, comme disait le général de Gaulle de Monaco. Pour envahir Monaco, il suffit d'enlever le sens interdit. Mais on ne joue plus avec des pays qui trichent avec toutes les règles en Europe. Je suis désolé. Au nom de quoi il y a la liberté des capitaux avec un État voyou? Il n'y a pas de journalistes, faites attention. Voyou moralement, on va dire, pour pas que je sois attaqué en diffamation, qui trichent avec toutes les règles du jeu. Les Pays-Bas, l'Irlande. Enfin, c'est ahurissant ce qui se passe au moment de la négociation sur le Brexit. La France a soutenu l'Irlande qui pompe les richesses de tous les voisins européens. Enfin, il y a un moment, on joue au foot avec un arbitre. L'Union européenne, c'est pas la prime à la baisse des recettes fiscales des GAFA. Donc il y a un moment, on joue plus, supprime la liberté des capitaux avec le Luxembourg. Vous verrez que le Luxembourg, il fait faillite dans l'instant. Donc il y a un moment, on dit stop. Donc, parce que les recettes, il faut bien les prendre quelque part. Et si on veut baisser les taxes sur les PME qui investissent en France, qui innovent, qui cherchent, si on veut payer nos chercheurs, si on veut augmenter les salaires, il va falloir rééquilibrer. Sinon, il n'y aura plus de PME dans notre pays et vous aurez un pays dominé par des multinationales qui ne payent pas d'impôts. C'est le point clé. Alors, ensuite, grande réforme de la participation dans l'entreprise. Les salariés doivent devenir actionnaires de leurs entreprises. Toutes les entreprises qui ont de l'actionnariat salarié ont de meilleures performances. J'espère qu'on vous apprend ça dans vos manuels d'économie. L'association des entreprises où il y a l'actionnariat salarié, chez Dassault, il y a 17%, quand même 17 mois, pardon, de salaire dans l'entreprise. 17 mois. Il y a certaines entreprises qui marchent bien parce que les salariés sont associés. Le patronat n'en a jamais voulu et les syndicats non plus. C'est une grande innovation. Dernier point pour améliorer la vie, je crois, de nos concitoyens, une grande réforme du logement social pour qu'on devienne propriétaire de son logement. Le drame à la retraite, c'est les Français qui sont propriétaires et ceux qui sont locataires, qui vivent dans la misère.
on est à 55%, vous vérifierez le chiffre, j'ai plus en mémoire exactement, de propriétaires, il faut passer à 70%. Ça veut dire une grande politique d'accession sociale à la propriété. Voilà ce qui peut être synonyme de progrès social. Moi, je ne vais pas dire on rase gratis demain, ce serait malhonnête. Mais tout ça ne peut se faire que s'il y a une volonté politique d'avoir un grand programme qui associe efficacité économique, baisse des charges sur les PME, taxation des multinationales, économie budgétaire sur l'assistanat, parce qu'il faut aussi appeler un chat à chat, il y a beaucoup d'assistanat dans notre pays. Mais pourquoi il y a de l'assistanat? Parce qu'on a renoncé à avoir de l'emploi. Donc c'est un cercle vicieux. Et c'est pas facile de faire ça. Ça se fera peut-être sur 10 ans, moi je ne promets pas un miracle, mais au moins de remettre le bateau dans la bonne direction, quoi. Sur l'agriculture, dernier point, alors là, madame, c'est un problème de politique agricole commune. Soit on réforme la politique agricole commune et on renoue avec un protectionnisme européen, soit nos partenaires ne veulent pas et on refait une politique nationale. Mais vous n'aurez pas d'élevage bio si vous signez des accords CETA, Mercosur, et que vous laissez la Belgique et les autres pays mettre des produits toxiques interdits en France. Moi, je ne sais pas faire. Donc là, il y a un problème européen. Et la vraie question qui est sous-tendue, et je finis là, de toutes les questions, c'est comment on revoit l'Europe. Si vous continuez avec cette organisation qui a pris le pouvoir, qui n'est pas élue, et qui décide pour vos dirigeants, qui sont des espèces de figurants, vous pouvez dire adieu à la liberté du pays. Soit, mais ça ne veut pas dire de quitter. C'était mon désaccord avec Philippot, on n'a pas besoin de quitter. La France est un pays suffisamment grand pour que si elle tape du poing sur la table à Bruxelles et qu'elle dit je joue plus, je peux vous dire que ça ne peut pas marcher. Surtout après le Brexit qui va enfin réussir, c'est une très bonne nouvelle. D'abord parce que les Anglais avaient perverti beaucoup des règles de l'Union européenne, ce que personne ne dit. Et puis maintenant, ils voient que ça ne sert plus à rien, ils s'en vont parce qu'ils ont toujours été très pragmatiques. Et vous verrez qu'ils réussiront très bien parce qu'ils ont compris que cette Union européenne n'était qu'un handicap. Mais ça, personne ne le dit en France, parce qu'on n'a pas le droit de le dire. On a fait croire pendant 3 ans que ça allait être le chaos. Vous allez voir, ça va très bien se passer. Et que l'Angleterre a augmenté le salaire minimum au-dessus du SMIC français. Voilà. Ben, c'est vous qui décidez. Alors, une dernière. On a le temps pour une dernière question. Allez, la dernière pour la fin. Je vais faire rapide. Je suis en 3e année. J'aimerais juste revenir sur les frontières. Oui. Retour aux frontières nationales. Si je comprends bien, une sortie de Schengen. Il y a un rapport de France Stratégie, donc une organisation qui dépend du Premier ministre, donc pas vraiment acquise à la cause d'une petite élite parisienne, qui dit que le retour aux frontières, ça coûterait 10 milliards d'euros par an, 15 000 frontaliers en moins. 15 000 quoi? 15 000 frontaliers en moins, travailleurs frontaliers, qui travaillent aujourd'hui. France Stratégie, c'est l'organisme du Premier ministre. Il ne va pas vous dire que le rétablissement des frontières est génial. Hein. Je termine donc pardon. Est-ce que pour vous, est-ce que ce ne serait pas une grosse bonne idée que cette idée qui aurait donc des conséquences désastreuses en termes d'emploi, notamment dans des secteurs transfrontaliers comme la Lorraine, comme la Suisse, qui sont déjà très durement touchés par la mondialisation? Mais écoutez, il y avait des frontières, il y avait des frontaliers. Surtout avec les nouvelles technologies. On peut imaginer un système de télépéage facile, il y a une carte, il y a une... croyez-moi, la Chine a tout ce qu'il faut. Je ne veux pas arriver aux situations chinoises parce que je n'ai pas envie qu'on flique les Français comme les Chinois. Donc, mais pour les frontières, c'est pas compliqué. Donc ça, c'est un problème matériel. Ça ne remettra en rien en cause de frontaliers. Il y a toujours eu des frontaliers, bien qu'il y ait des frontières. Et les frontières, encore une fois, c'est pas la panacée universelle. Moi, je ne vais pas vous dire que parce qu'on va rétablir les frontières de la France, il y a un paradis sur terre qui va arriver en France. C'est ridicule. En revanche, un pays qui ne maîtrise pas les entrées sur son sol n'est pas un pays libre. C'est tout. Et tous les pays du monde contrôlent leurs frontières. En termes de délinquance, en termes d'immigration, en termes de contrôle des produits qui rentrent dans le pays. Produits sanitaires, on parle d'environnement toute la journée. Les douaniers du Havre me disaient qu'il y a 10% des containers, c'est des produits qui ne sont même pas aux normes de l'Union européenne, qu'on ne contrôle même pas. Mais attendez, si vous voulez être un pays mort, continuez comme ça. Tous les pays du monde ont des frontières. Voilà, et les pays qui réussissent le plus. Simplement, une frontière, ce n'est pas un mur, et ça ne sera pas la solution parfaite à tout, bien évidemment. En revanche, vous avez des fenêtres et des portes à votre maison. Vous ne dormez pas fenêtres ouvertes et portes ouvertes. C'est tout. Et il y a un moment, quand on est à 400 000 entrées par an, 130 000 demandeurs d'asile, et qu'on a un système social à bout de souffle, qu'on ne contrôle pas, et qu'on a nos entreprises qui partent, et que la jeunesse Bac+10 s'en va, il serait peut-être temps, à un moment, de se dire qu'est-ce qu'on fait pour notre pays. Après, je ne vous dis pas que je serai Merlin l'Enchanteur et que tout va changer. Mais je peux vous dire, surtout avec le problème du terrorisme, il serait temps de contrôler un peu plus nos frontières. Les États-Unis le font, le Canada le fait,
Tous les pays le font, le Maroc, Israël. Mais quand c'est Israël ou le Maroc, c'est formidable. Quand c'est la France, c'est impossible. Je vois pas en quoi la 6e puissance mondiale n'est pas capable de savoir qui rentre chez elle. Excusez-moi. Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. Merci pour votre attention. Et merci à vous.